Sans assistance montre que c'est possible et à la portée de tous. L'espoir vient de ce salon est organisé sans gros moyens par quelques citoyens. L'espoir vient de ce que ce salon a lieu grâce à l'engagement individuel des intervenants et auteurs. C'est un salon qui s'appelle Délivre et l'alerte. C'est un salon du livre de lanceuses et lanceurs d'alerte. Et il s'appelle Délivre et l'alerte parce que les livres permettent de délivrer l'alerte. Et surtout, il permet de transmettre un message qui est délivrer l'alerte parce qu'il est injustifiable que des gens, pour avoir publié des informations qui sont graves pour l'intérêt général et qui demandent une réponse urgente de la société, que ces gens-là soient emprisonnés comme Chelsea Manning, comme Julian Assange, comme Rui Pinto, etc. On a plus d'une vingtaine de conférences sur tous les domaines, que ce soit le médicament, que ce soit le climat, que ce soit les pesticides, que ce soit le suicide et le travail, que ce soit les questions de la protection des lanceurs d'alerte, bien sûr. Donc on a 22 rencontres pour cette année, 75 intervenants et une centaine d'auteurs intervenants qui viennent en dédicace pour promouvoir le livre. Pourquoi? Parce que notre slogan, c'est « Passer de l'alerte à la lettre ». Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat Vigipolice et policier au renseignement territorial. Il y a de nombreux dysfonctionnements et dérives dans la police nationale. Ça fait maintenant 10 ans que je milite dans le syndicalisme pour les dénoncer, mais surtout essayer de progresser et de faire des propositions pour plus que ça n'arrive. Et au bout d'un moment, pour un petit peu condenser tout ça, expliquer comment ça se passe, c'est que un plus grand nombre de personnes soient touchées, j'ai choisi d'écrire un livre. Alors les pistes, c'était l'objet du livre en fait. Les pistes, c'est pas de donner des pistes, c'est des pistes de réflexion parce que la police en fait est au service du peuple. Et c'est au peuple de décider de ce qu'il veut faire de sa police. À l'heure actuelle, le gouvernement et puis depuis plusieurs gouvernements précédents, la question qui se sont posées, c'est comment utiliser la police. Nous, la question qu'on pose et l'objet de l'ouvrage, c'est pourquoi utiliser la police, à quel but, quelles sont ses missions et quelle police on veut. Voilà. À partir de là, il y a des pistes de réflexion. Il y a une des pistes assez évidentes, c'est la réforme de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, c'est la police qui enquête sur la police. C'est satisfaisant ni pour les citoyens, ni pour les policiers. Parce que par exemple, je donne encore l'exemple des suicides. À France Télécom, c'est pas France Télécom Orange qui a enquêté sur elle-même. Donc ça finit en correctionnel. Chez nous, quand un policier se suicide, c'est la police qui enquête sur elle-même et toujours c'est un problème personnel, c'est pas de chance et on enterre le dossier. Et d'ailleurs, la France a signé un code éthique de police européen en 2001 qui demande cette contrôle indépendant de la police. Pour des raisons évidentes, ils ont dit même si les policiers font de façon professionnelle et consciencieusement leur travail, il y aura toujours ce risque et cette confusion de doute, est-ce que vraiment ou pas. Et malheureusement à l'heure actuelle, vu toutes les enquêtes IGPN, par exemple sur le mouvement des Gilets jaunes qui n'ont pas abouti, les enquêtes sur les suicides qui dans la police qui n'aboutissent pas, en fait on a l'impression que ça donne raison en fait à cette opacité. Et nous ce qu'on demande, c'est pas que la police soit pas contrôlée, ce soit contrôlée par l'extérieur. Après personnellement, j'ai pas de solution tous faite en fait, et c'est là où j'appelle à la réflexion collective. Mais la seule chose qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des policiers à l'intérieur pour donner un éclairage professionnel, et après que ce soit pas la mainmise en interne. Comme ça, en fait, il y aurait plus cette opacité et tout le monde se sentirait rassuré. Il y a plusieurs types de réactions. Il y a les syndicats pro-administration qui sont dans la connivence, c'est même plus de la cogestion, dans la connivence, qui nous attaquent régulièrement, voilà, sur des choses non fondées, donc c'est pas grave, on répond. Par exemple, je pense au syndicat des commissaires qui a dit qu'il fallait tuer les avocats militants. Parce qu'ils avaient une proposition de l'avocat de la Ligue des droits de l'homme de supprimer l'IGPN. Supprimer une institution, ça peut se comprendre. Supprimer des avocats, c'est les tuer, c'est le Larousse qui le dit. Donc en fait, il y a certains qui sont en roue libre complètement, et ceux-là, évidemment, ne sont pas d'accord avec nous. C'est le service après-vente de M. Castaner. Et la base, après, il y a différents profils. C'est comme dans toute société humaine, il n'y a pas de profil type. Il y a des gens qui sont contents de ce qu'on fait. Je vais donner l'exemple d'un commandant de CRS, par exemple, qui est venu me voir, qui m'a dit « Monsieur Langlois !» Je lui dis « Oh là là, bravo pour ce que vous faites, ça fait plaisir qu'il y ait des syndicalistes qui font réellement leur travail. »
Et quand je lui ai proposé, rejoignez-nous en fait, venez nous aider. Il a dit, oui, mais pour le moment, ma carrière est gérée par les syndicats qui ont des sièges. Et donc, je voulais vous apporter mon soutien oralement, mais après, j'ai des avancements, des mutations, et je ne lui jette pas la pierre, je comprends parfaitement le système. Donc en fait, le système est fait pour que les gens ne votent pas par conviction aux élections professionnelles, mais votent par intérêt. C'est dans la fonction publique en général, mais particulièrement dans la police, parce que là, c'est plus de la... Au départ, le système était les syndicats surveillent que l'administration ne fasse pas n'importe quoi. Pourquoi pas? C'est devenu maintenant l'administration laisse les syndicats faire en échange de la paix sociale, ce qui n'est pas admissible. Et ce qui fait qu'aux dernières élections professionnelles, il y a des syndicats qui sont allés voir, on a voté pour la première fois par vote électronique par exemple, et il y a des gens qui avaient dit on va voter pour vous, parce qu'on verra ce que ça donne, mais l'urne est secrète. Malheureusement, le vote n'a pas été secret, parce que certains délégués de syndicats majoritaires sont allés voir leurs adhérents, on dit tu me donnes tes codes pour voter, sinon pendant 4 ans pas d'avancement et de mutation, et si en plus j'ai un doute, je vais te pourrir ta carrière pendant 4 ans. Le gars nous a dit écoutez, j'ai donné mes codes. Voilà, et même l'administration, en sachant ça, un article du Canard enchaîné, elle laissait faire. Donc il y a 4 cours. Donc ça montre les pressions psychologiques qui peuvent être subies. À cause des heures supplémentaires accumulées, plus de 140 000 ans d'heures supplémentaires dans toute la police nationale, nos collègues n'ont plus le temps forcément de s'informer, ils ont déjà plus le temps d'avoir une vie familiale et personnelle équilibrée. D'ailleurs, depuis 1 an, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on a plus de 64 suicides. Et ça correspond aussi à la prise de fonction de M. Castaner. Donc quand le gouvernement dit à cause des Gilets jaunes, les policiers se suicident, non, en fait c'est un raccourci. C'est à cause de la gestion du mouvement des Gilets jaunes par les autorités, dont le préfet, dont le ministre. Les policiers en fait perdent le sens de leur métier, ne peuvent plus se reposer et ne savent plus comment s'en sortir. Si c'était géré convenablement en interne, on n'en serait pas là. D'ailleurs, les policiers, quand je vais dans des services, disent ah ça fait plaisir de vous voir, on vous voit pas assez. Mais la même chose en fait, les élections professionnelles déterminent le temps syndical qu'on peut avoir et les moyens qu'on a. Donc pour pouvoir tourner, en fait c'est qui gagne. Donc en fait pour le moment on a même des fois des gens qui nous disent oui mais vous dénoncez des choses publiquement, ça devrait se régler en interne. Il y a des délégués qui disent mais est-ce qu'on a raison ou pas? Oui, la réponse est oui. Nos collègues nous disent moi une manifestation qui se passe bien par exemple sur les gilets jaunes c'est quand j'ai pas à intervenir. Parce que je rentre à l'heure, je ne prends pas le risque d'être blessé. Et je me suis engagé pour que les gens expriment une opinion, pour laquelle je suis d'accord ou pas, mais pour sécuriser leur liberté d'expression. Et on est détourné par un épiphénomène catastrophique. Attention, il y a des centaines de vidéos qui tournent de violences policières, après à voir si elles seront légitimes ou pas. Mais imaginons dans le pire des cas, le plus noir des scénarios, qu'elles soient toutes illégitimes. Une centaine de personnels déviants sur plus de 200 000 fonctionnaires, ça reste épiphénomène. C'est comme quand on nous dit dans les manifestations, c'est que des casseurs et des gens violents. Non, 300 personnes sur plusieurs milliers de manifestants. Donc ne prenons pas la longue vue, la lentille du gouvernement pour analyser une situation, mais regardons la réalité et les faits. L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. Et c'est ce droit de savoir qui est nié. À notre sens d'analyse au niveau du syndicat, c'est plutôt un système. L'institution pousse au crime. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des gens très bien, mais en fait, l'institution va les déformer pour les pousser à avoir des comportements déviants. Je donne un exemple tout simple, par exemple pour la falsification des statistiques, c'est-à-dire requalifier les faits c'est l'institution qui veut de la communication, qui veut des chiffres, Donc pour avoir une prime, il va falloir truquer les statistiques pour être bien vu, pour avoir son week-end, pour avoir ses vacances en famille. Donc il y a plein de petits chantages mesquins qui font que l'institution dit nous ce qui nous intéresse c'est pas la qualité du travail, c'est le rendement statistique. Tant qu'on n'aura pas changé ça, en fait les ordres vont descendre et on va arriver à ça. Je donne un exemple très parlant par exemple sur le contrôle, ce qui s'appelle au faciès. Je n'ai pas le terme parce qu'en fait le contrôle au faciès, quand on le décortique, c'est pas parce que la personne est de couleur qu'on va la contrôler, c'est parce qu'on a un rendement statistique de personnes à renvoyer chez elle, de personnes en situation irrégulière. Donc du coup, statistiquement, les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se dire, les gens de couleur caucasienne et blanc, en fait, soit ils sont désaccords d'être là, soit... Donc j'ai moins de chance, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais j'ai moins de chance de faire du chiffre. Donc je vais me concentrer sur ce qui est rentable. Donc c'est catastrophique et ça part du ministère. C'est-à-dire que les directives disent concentrez-vous sur ce qui est rentable. Parce que la police au départ, pour eux, surtout en province, les policiers c'était des gens comme eux.
qu'ils venaient sur les ronds-points et on leur offrait le café et les gâteaux. Moi, ça me plaisait pas beaucoup, je m'écartais, mais les gens, ils leur serraient la main. Ben, je peux vous dire que c'est pas le cas aujourd'hui. Le dernier week-end, personne leur faisait des sourires aux policiers qui étaient là. Parce qu'ils ont, au fur et à mesure, ils ont vu de quel côté était la police, à qui elle servait. Et ce n'est pas simplement les ordres, c'est que la police est un corps au service qui est formé, recruté, formaté, même on peut dire, formé techniquement, idéologiquement, pour défendre la société telle qu'elle est. C'est-à-dire défendre l'ordre social, c'est un ordre social injuste, défendre les privilèges des riches. Donc on n'aura pas changé les ordres qui viennent d'en haut et l'institution qui donne des primes pour un travail finalement médiocre et qui ne protège personne, l'institution posera à ça. Après, ce qui est nouveau par rapport au mouvement des Gilets jaunes, c'est que l'institution protège complètement ces comportements déviants et les encourage. C'est-à-dire qu'on a une minorité malheureusement de collègues qui sont chez nous, qui ont des comportements inadmissibles et ils sont couverts. Je vais donner l'exemple, le dernier en date, c'est qu'il y a par exemple à Bordeaux, un pompier volontaire s'est pris 2 tirs de LBD dans le dos. Ce sont des agents de la BAC qui prennent les devants et tirent à plusieurs reprises au LBD en direction du cortège. Au total, pendant toute l'intervention, nous avons compté 8 tirs. Mais revoyons la scène depuis l'angle situé rue de la Maison Dorade, devant l'Apple Store. Olivier Béziade est le dernier à se mettre à courir. Il sort du champ de la caméra au moment où 2 agents parviennent à l'angle de la rue. Mais regardons la suite. Olivier Béziade a-t-il été touché par un tir de LBD 40 ? Par une grenade ? A-t-il tout simplement trébuché ? Et surtout, a-t-il adopté un comportement menaçant pouvant justifier une telle intervention ? Donc les comportements déviants sont a priori encouragés, vu que par exemple ce qui s'est passé à Bordeaux, le journal Le Monde a pu faire l'enquête, l'IGPN ne l'a pas terminée, en disant il y a un doute, on ne sait pas ce qui se passe. Et pire que ça, le gouvernement et nos dirigeants actuels ont envoyé un message très fort, et à mon sens très négatif. C'est le préfet allemand qui était à Bordeaux en poste à ce moment-là, qui a couvert ces agissements en disant non, parce qu'il y avait des scènes de chaos, des pillages de magasins, des violences insupportables. Bon, la zone était calme, c'est quelqu'un qui s'en allait. Et cette personne a été promue préfet de police. Préfet de police à Paris, où il y a les plus grosses manifestations à gérer. Et au final, cette personne, et c'est illustré Place d'Italie la semaine dernière, déjà en interdisant une manifestation déclarée, donc ça donne, si vous faites les choses légalement, on va quand même vous embêter, c'est-à-dire que par ce tour de passe-passe administratif, il a transformé toutes les personnes qui étaient manifestants autorisés en délinquants. C'est une honte, il a nassé la place, rien n'a été fait pour protéger les manifestants, les riverains de toutes les personnes qui étaient venues commettre des infractions. Et même chose, la place était en chantier, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour dégrader des blocs. Voilà. Et à côté de ça, il déclare le lendemain à une dame d'une 60aine d'années. Parce que c'est une petite dame et j'enregistre pas. Oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ouais, bah, voyez. Madame, nous ne sommes pas dans le même camp, sous-entendant que c'est une casseuse et quelqu'un de violent. J'invite ce monsieur l'allemand à venir en manifestation face à réellement des blocs violents et pas une dame qui vient manifester pacifiquement. Et en tant que policier, c'est très grave ce qu'il a dit. Parce que déjà, on a un devoir de neutralité pour commencer, on s'en fiche de ce que pense chaque policier, chaque fonctionnaire. Mais les deux camps, moi en tant que policier, j'en vois deux. Ceux qui font des infractions au code pénal et les autres. Et lui, il est en train de qualifier un délit d'opinion. Et le délit d'opinion n'existe pas. Et c'est des choses comme ça, on se dirige vers un régime de plus en plus autoritaire, voire totalitaire sur certains points, et c'est inadmissible. Donc c'est pour ça qu'on lance l'alerte. La police ne pourra pas se réformer en interne. C'est pas possible, l'institution est complètement vérolée et ceux qui sont aux commandes ne changeront pas, c'est à leur avantage. Par contre, maintenant, c'est un appel citoyen pour que ça revienne de la base, car nous sommes dépositaires en tant que policiers de la force légitime au nom du peuple, pas au nom du gouvernement, pas au nom de l'usage particulier de quelques personnes. Donc c'est un appel à la réforme qui vient de la base et du peuple.
Au début, du mépris et du silence. Voilà. Après, on a eu la chance d'être médiatisé. Donc là, l'administration a réagi de plus en plus méchamment et violemment, jusqu'à s'en prendre à nos délégués pour les sanctionner. Je ne suis pas le seul de Vigie à être sanctionné. Et moi, ce qui m'est arrivé, donc du coup, pour avoir dénoncé les agressions sexuelles d'un médecin police sur mes collègues, pour avoir dénoncé le taux de suicide complètement anormal dans la police nationale. Pour donner un exemple, depuis que notre directeur a pris ses fonctions il y a 2 ans, nous sommes à plus de 100 suicides. À titre de comparaison, à France Télécom Orange, ils ont eu 19 suicides et toute la direction a fini en correctionnel. Le troisième point également, c'était la falsification des chiffres de la délinquance, qui ont un impact sur la conscience professionnelle de mes collègues, mais sur les citoyens également, parce que les policiers sont répartis en fonction d'où il y a besoin de policiers ou pas. Et après, quand une victime vient, elle a besoin de considération, d'empathie, et si on lui dit non mais ce que vous avez fait, on minimise, en plus c'est humainement ce n'est pas tenable. Après, il y a deux choses qui sont sous-entendues dans ma sanction, mais qui ne sont pas marquées noir sur blanc sur elle. C'est que le syndicat auquel j'appartiens, nous avons pris position sur la dénonciation de ce qui se passait d'anormal dans le maintien de l'ordre sur la gestion des gilets jaunes. Et en sortant d'un plateau télé, j'ai été convoqué à mon conseil de discipline. Et le deuxième point sous-jacent également, mais non marqué officiellement, c'est que la sanction a été signée par Monsieur le ministre au lendemain d'une intervention sur l'affaire Benalla envoyé spécial. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes aussi un syndicat de police qui avons trouvé ça complètement anormal que quelqu'un puisse se balader avec un brassard police, ce qui jette une confusion entre qui peut faire quoi, et surtout la réaction de l'Élysée qui aurait pu dire il y a un problème personnel, on a sanctionné gravement la personne. Ça n'a pas été le cas, donc on voulait mettre en avant aussi ça, et je pense qu'on paye également ce point-là. Et donc la sanction a été 12 mois d'exclusion temporaire de fonction, dont 6 mois fermes. Voilà, avec des procès en cours. Juste pour illustrer le sujet, donc mon avocat avait demandé le report en attendant que les procès sur le fond soient faits. L'administration a refusé et un délégué syndical qui siégeait m'a informé, m'a dit la seule fois où on a refusé le report d'un conseil de discipline, d'habitude c'est la tradition, on accepte parce qu'il n'y a pas d'urgence, ça a été pour le cas d'un de nos collègues violeurs condamnés par la justice. Donc pour l'administration, je suis au même niveau. C'est des sanctions en plus qui sont marquées pour mon engagement, ce qui est normalement en France pas possible. Un syndicaliste ne peut pas être sanctionné professionnellement pour son engagement syndical, et professionnellement ils n'avaient rien à me reprocher. Voilà, à titre d'illustration, je suis noté 6 sur 7. Tout mon service était présent à mon conseil de discipline, et mon chef de service, à qui on peut avoir des différends, m'a dit je veux garder ce fonctionnaire. Donc c'est vraiment une sanction politique, et d'ailleurs le conseil de discipline n'a pas pu se prononcer. Le syndicat Alliance, qui est majoritaire à mon conseil de discipline, a choisi de ne pas siéger, en disant même si on n'est pas d'accord avec ce que tu déclares, même on n'attaque pas un syndicaliste pour son mandat syndical, parce que demain nous aussi on ne pourra plus s'exprimer. Donc ils sont partis, je les remercie de ce fair play syndical. Donc effectivement c'est vraiment la fonction syndicale qui a été attaquée, ce n'est pas normal en fait. J'aurais fait des fautes professionnelles, j'aurais été le premier à dire d'accord. Déjà je vais bien, parce qu'il y a eu un mouvement de solidarité. Donc je vais en profiter pour remercier tous les gens qui ont cru en ce combat, qui veulent une police républicaine au service du peuple, conformément à la Déclaration des droits de l'homme en fait. On ne demande pas une révolution sur les mentalités dans la police ou son usage. Donc en fait quand j'ai été sanctionné, effectivement j'ai eu un gros moment de doute, en me disant je vais plus vivre à la fin du mois, c'est-à-dire que je n'ai pas de salaire. Et j'ai mis en place une cagnotte en me disant j'espère que les gens m'aideront, moins le temps de me retourner. Et la surprise a été au-delà de ce que je pouvais imaginer en fait. Mon année de salaire a été assurée, même plus, donc j'ai dit le surplus je le redonnerai au syndicat pour faire des procédures et continuer le combat collectif, parce que c'est pas une question de s'enrichir personnellement non, c'est juste de prendre mon salaire. Les grilles sont publiques, donc il n'y a même pas de débat là-dessus. Et en fait ça fait un beau pied de nez à M. Castaner, parce que M. Castaner pensait que le mouvement des Gilets jaunes était fini, il pensait qu'il n'y avait plus de contestation sociale, il a attendu l'été en se disant en plus les gens penseront à autre chose, et grâce à ça finalement il a montré que la mobilisation populaire était toujours là, que le monopole public de la parole dans les grands médias, qui s'apparente plus à de la propagande gouvernementale par certains moments, ça ne marchait pas, et qu'il y avait un élan, même si on n'était plus visible dans la rue justement à cause de cette répression qu'on dénonce, les gens continuent de vouloir se battre et de défendre une idée, et une idée ça ne meurt pas, et donc du coup je vais bien parce que je me dis qu'on se bat collectivement pour quelque chose, sinon j'aurais arrêté, et puis je me suis dit j'aurais fait autre chose. Quand on parle de dégagisme et du fait qu'on veut tout modifier, ils l'ont compris. Ils sont pas stupides, ils ont compris qu'on remet en cause la représentativité, le système politique dans sa globalité. Mais il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils le reconnaissent publiquement, puisque ça voudrait dire qu'ils remettent en cause et qu'ils remanient tout ça. C'est pas dans leur intérêt.